Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Quand Jonathan Williams reçut l'invitation de ses parents pour un dîner de famille, il resta quelques secondes figé devant l'écran de son téléphone. Le message était court. Poli. Presque impersonnel. Jonathan, nous organisons un dîner à la maison samedi soir. Ce serait bien que tu viennes. Papa et moi aimerions te voir. Pas de « tu nous manques », pas de « nous voulons parler », pas de chaleur. Mais cela suffisait à troubler Jonathan. Cela faisait 3 ans. 3 années sans véritable conversation, réduites à quelques échanges formels aux fêtes de fin d'année, à des regards évités lors des mariages ou anniversaires de ses frères. 3 années de silence lourd, épais, empoisonné par de vieilles blessures jamais soignées, par des paroles non dites, par ce fossé creusé entre lui et ses parents sans qu'il sache vraiment à quel moment la distance était devenue si insurmontable. Il regarda le message encore une fois, comme pour y chercher un indice invisible, une faille, un mot qui pourrait trahir une intention sincère. Rien. Mais malgré tout, quelque chose au fond de lui, un éclat fragile, une naïveté persistante qu'il croyait avoir enterrée, s'éveilla. Et si? Et s'il voulait enterrer la hache de guerre? Et si, enfin, il voulait reconstruire? Il ne voulait pas trop espérer. Il s'en méfiait même. Mais il ne put s'empêcher d'y voir un début de paix possible. Alors, il répondit simplement. D'accord. À samedi. Le jour venu, Jonathan arriva à Bridgeport, cette banlieue aisée du Connecticut où il avait grandi. Tout dans ce quartier lui rappelait une époque où il croyait encore pouvoir rendre ses parents fiers. Les haies parfaitement taillées, les boîtes aux lettres brillantes, les trottoirs propres, tout respirait l'ordre, le contrôle, l'apparence. Il gara sa voiture devant la maison familiale. La demeure coloniale, blanche, impeccable, trônait là comme un monument figé dans le temps. Les colonnes, le porche en bois verni, les jardinières symétriques, rien n'avait changé. Tout était parfaitement entretenu. Comme si l'amour, lui, se mesurait à la régularité des coups de pinceau sur les volets. Jonathan descendit lentement de sa voiture. Il portait une chemise bleu foncé, un pantalon sobre, des chaussures discrètes. Pas de fantaisie. Il avait choisi chaque pièce avec soin, comme s'il allait à un entretien d'embauche. Parce qu'en vérité, c'était exactement ce que ça représentait pour lui, un test. Une évaluation silencieuse. Il monta les marches du perron, le cœur battant plus fort qu'il ne l'aurait cru. Dans sa main, une bouteille de vin qu'il avait achetée en chemin, hésitant longuement devant les rayons, se demandant ce qu'il considérerait comme un bon choix. Il voulait faire bonne impression. Il voulait encore malgré tout être accueilli. La porte s'ouvrit. Eleanor Williams, sa mère, se tenait là. Élégante comme toujours, coiffée avec une rigueur presque militaire, vêtue d'un pull crème sans un pli. Son visage s'éclaira d'un sourire. Mais ce sourire n'avait rien de chaleureux. Il était parfait, lui aussi. Formel. Une habitude plus qu'un élan du cœur. Jonathan, tu es là. Entre. Il entra. L'intérieur n'avait pas changé. Rien, pas même un coussin déplacé, ne trahissait le passage du temps. Le tapis perçant dans l'entrée, les rideaux couleur ivoire tirés à la perfection, le parquet ciré, tout était figé, comme un décor soigneusement préservé pour que rien ne bouge, surtout pas les émotions. Et sur les murs, les portraits. Michael et Brian, toujours à l'honneur. Là, une photo de Michael, cravate droite, recevant un prix d'entreprise. Juste à côté, Brian sur un voilier en Floride, son épouse et ses enfants rayonnant à ses côtés. D'autres images plus anciennes complétaient l'hôtel, remise de diplômes, victoires sportives, sourires approuvés. Mais lui, Jonathan, avait disparu. Son ancien portrait, celui pris à l'université avec sa robe de finissant, un sourire modeste, une lumière douce dans les yeux, n'était plus là. À sa place, un tableau abstrait, froid, sans âme. Des touches de gris et de beige sans signification. Une absence volontaire. Il resta un instant planté devant ce vide, le cœur un peu plus serré. Il aurait pu demander. Mais à quoi bon?
Il se contenta d'avaler sa douleur et d'avancer vers la salle à manger. Le dîner fut bref. Silencieux. Étrangement silencieux. Pas de questions sur sa vie. Pas de « Comment vont tes élèves, et ton projet de bibliothèque communautaire, tu en es où ?» Rien. Juste le cliquetis des couverts contre la porcelaine. Le murmure lointain du lave-vaisselle qui tournait déjà en cuisine. Et les regards échangés au-dessus de son assiette, comme si chacun attendait quelque chose, sans vouloir briser la tension. Jonathan mâchait sans goût. Il fixait son assiette comme s'il lisait à travers elle. Son père, Richard, mangeait avec lenteur, méthodiquement, les gestes réglés comme un métronome. Sa mère, Éléanore, souriait par réflexe chaque fois que leurs regards se croisaient, mais ce sourire n'atteignait jamais ses yeux. Jonathan aurait voulu parler. Faire fondre la glace. Mais quelque chose dans l'air lui disait que ce dîner n'avait pas été organisé pour renouer. Il le sentait. Comme on sent l'approche d'une mauvaise nouvelle avant qu'elle n'arrive. Et il avait raison. Au moment du dessert, un gâteau au citron qu'il aimait autrefois, mais dont il n'avait plus le goût, Richard déposa sa fourchette avec une lenteur calculée. Il s'essuya la bouche avec la serviette, croisa les mains devant lui, et parla. « On voulait te voir pour te dire quelque chose d'important. » Jonathan redressa légèrement son dos. Il tenta de se préparer mentalement à ce qui allait suivre. Mais rien ne l'aurait vraiment préparé. « Tu sais que nous avons travaillé dur toute notre vie, » dit Richard, le ton neutre, presque administratif. « La maison, les investissements, les économies, tout ce que nous avons bâti. » Éléanore prit le relais, comme dans une chorégraphie bien répétée. « Et nous avons finalisé le testament. » Jonathan sentit une légère pression sur ses tempes, comme un signal d'alarme. Un bruit sourd dans sa poitrine. Puis vint la phrase. « Tout ira à Michael et Brian », conclut Richard, le regard posé droit sur lui. « On voulait te le dire en personne. » Le silence qui suivit fut plus violent que n'importe quelle gifle. Un vide épais. Une absence totale de justification, de compassion, d'humanité. Pas un mot pour adoucir, pas un « ce n'est pas contre toi », pas un « on a beaucoup réfléchi ». Rien. Juste une déclaration. Comme un juge qui lit un verdict, sans appel. Jonathan sentit quelque chose se briser à l'intérieur. Une douleur froide, tranchante. Pas pour les biens matériels, il n'avait jamais vécu dans l'attente d'un héritage, mais pour ce que cela signifiait. Il n'était pas compté. Pas reconnu. Pas aimé de la même manière. Il avait toujours su, au fond de lui, qu'il était différent. Pas le fils modèle. Moins ambitieux, plus idéaliste. Il avait choisi l'enseignement quand ses frères avaient suivi les traces de leur père dans la finance et le commerce. Il n'était jamais entré dans le moule. Il avait souvent été celui qui dérange. Celui qu'on regarde avec indulgence, parfois avec condescendance. Mais ce rejet-là, ce choix délibéré de l'exclure même dans la mort, c'était un autre niveau. Brutal. Injustifiable. Il aurait pu crier. Demander pourquoi. Supplier peut-être. Mais il n'en fit rien. Il savait que les réponses, s'il les exigeait, ne viendraient jamais. Alors, il posa calmement sa serviette sur la table. Sans geste brusque. Juste une lenteur empreinte de dignité. Il releva la tête. Et dit simplement. Je comprends. Merci de m'avoir dit la vérité. Sa voix ne tremblait pas. Mais à l'intérieur, tout tremblait. Il se leva. Se pencha brièvement vers sa mère, déposa un baiser froid sur sa joue, comme un adieu. Puis il tendit la main à son père, sans le regarder dans les yeux. Richard la serra, brièvement, sans chaleur. Et Jonathan sortit. Dans sa voiture, garée devant la maison endormie, il resta longtemps immobile, les deux mains sur le volant. La rue était calme. Une lumière de Porsche clignotait faiblement au loin. Il inspira profondément. 1. 2 fois. Puis les larmes vinrent. Pas des sanglots violents. Juste un ruissellement discret. Des larmes d'un homme adulte que personne ne console, parce que personne ne voit qu'il est brisé. Ce n'était pas l'argent. Ni les titres. Ni les propriétés. C'était ce qu'on lui avait enlevé sans un mot,
le sentiment d'appartenance, la reconnaissance d'avoir été, malgré ses différences, un fils digne d'amour. Ce rejet, froid, méthodique, effaçait toute illusion. Et pourtant, même dans cette douleur nue, Jonathan sentait naître autre chose. Une sorte de calme. Une certitude étrange, il ne chercherait plus à être accepté là où il avait toujours été conditionnellement toléré. Il allait se reconstruire. Ailleurs. Autrement. Mais debout. Les mois suivants furent silencieux. Silencieux comme une maison vide après une tempête. Aucun appel. Aucun message. Ni de ses parents, ni de ses frères. Jonathan avait disparu de leur vie comme un fantôme, et dans une certaine mesure, cela lui allait. Il n'avait même pas ressenti le besoin de leur dire qu'il s'éloignait. Il avait simplement cessé d'attendre. Il ne parla à personne de ce dîner. Pas même à Léla, sa meilleure amie depuis l'université, confidente de toutes les heures. Quand elle l'interrogea, un jour, d'un regard inquiet, il se contenta de répondre. C'était juste, formel. Rien d'important. Elle n'insista pas. Elle connaissait son silence autant que ses douleurs. Mais quelque chose, en lui, s'était brisé. Ou plutôt, quelque chose avait cessé de vouloir réparer ce qui n'était jamais fait pour lui. Il comprit, enfin, que son salut ne viendrait plus de l'approbation de ses parents. Il n'était pas né pour entrer dans le moule qu'ils avaient façonné pour ses frères. Il ne serait jamais ce fils modèle selon leurs critères. Et désormais, il n'en avait plus besoin. Alors, il se recentra. Il se releva. D'abord lentement, comme un homme sortant d'une longue nuit. Puis avec une force tranquille, celle de ceux qui ont touché le fond d'un chagrin intime, et décident d'en faire une fondation pour bâtir autre chose. Il enseigna avec plus de cœur que jamais. Ses élèves, même les plus difficiles, sentaient cette présence solide, bienveillante, exigeante mais juste. Il ne leur offrait pas que des leçons, mais une attention. Une reconnaissance qu'il avait lui-même tant désirée. Il créa des ateliers parascolaires pour les jeunes de quartier en difficulté, théâtre, expression écrite, débats philosophiques. Il tendait la main à ceux qui, comme lui, s'étaient un jour sentis invisibles. Puis, avec quelques collègues et anciens élèves devenus adultes, il fonda une petite association, qu'il appela « Les Racines perdues ». Son but, accompagner les adolescents en rupture avec leur famille, leur offrir un espace d'écoute, des mentors, un foyer symbolique. Un endroit où la différence n'était pas punie, mais valorisée. Peu à peu, le nom de Jonathan Williams commença à circuler dans sa communauté. Pas comme une célébrité, mais comme un repère. On le sollicitait pour des conférences dans les lycées, pour des formations d'enseignants, pour des interventions dans des centres de réinsertion. Il ne cherchait pas la reconnaissance. Il cherchait la transmission. Et cela touchait les gens. Un jour, presque 2 ans après ce fameux dîner, il reçut un appel inattendu. C'était le comité organisateur du gala éducatif de New Haven, un événement prestigieux dans la région. Monsieur Williams, vous avez été nommé lauréat du prix de l'impact social de l'année. Votre travail auprès de la jeunesse a été unanimement salué. Nous serions honorés que vous acceptiez cette distinction. Il resta un instant sans voix. Pas parce qu'il avait besoin d'un prix. Mais parce que, pour la première fois, on reconnaissait la valeur d'un chemin qu'il avait bâti seul, sans appui, sans applaudissements familiaux, mais avec une fidélité absolue à ce qu'il était. Le soir du gala, dans une grande salle aux murs drapés de bleu et d'or, il monta sur scène sous les applaudissements d'enseignants, d'élèves, de familles, d'anciens jeunes accompagnés par son association. Il tenait un petit discours dans les mains. Mais il ne le lut pas. Il leva les yeux, vit la foule, sentit cette chaleur étrange qui ne venait pas du sang, mais de l'humain, et il parla simplement, à voix nue. J'ai compris, à un moment de ma vie, que l'amour qu'on n'a pas reçu de sa famille, on peut parfois le semer ailleurs. Et qu'il pousse. Pas toujours comme on l'espérait. Mais parfois plus beau que tout ce qu'on aurait pu imaginer. J'ai passé des années à me demander ce que j'avais fait de mal. Ce que j'aurais pu dire, être, corriger. Et puis j'ai compris, ce n'était pas moi qu'il fallait réparer. C'était leur regard. Leur peur. Leurs attentes trop étroites pour ma façon d'exister. Aujourd'hui, je suis encore ce fils qu'on n'a pas choisi.
Mais je suis aussi devenu un guide, un frère, un père de cœur pour ceux qu'on n'a jamais écoutés. Et ça, c'est une famille que personne ne pourra me retirer. La salle se leva. La vidéo de son discours fut filmée par un jeune assistant bénévole. En quelques jours, elle circula sur les réseaux sociaux. Des milliers de personnes, touchées, partagèrent ses mots. Certains le remercièrent. D'autres lui écrivirent pour raconter leur propre histoire. Jonathan ne répondit pas à tous les messages. Mais il les lut. Un par un. Et il sourit. Parce que dans ces voix inconnues, il trouva ce qu'il avait cherché toute sa vie, une résonance. 2 ans plus tard. L'hiver était installé depuis plusieurs semaines déjà. Dehors, la ville de New Haven était recouverte d'un manteau de givre. Les rues luisaient sous les réverbères, et la buée dessinait des volutes fragiles sur les vitres du petit appartement de Jonathan. Ce soir-là, comme souvent, il était resté tard à corriger des copies, un thé refroidi à ses côtés. Un fond de jazz discret emplissait la pièce, et la lumière chaude de sa lampe de bureau jetait des ombres dansantes sur ses livres. Il était concentré, plongé dans une dissertation brillante d'un élève de terminale, quand on frappa à sa porte. Étonné, il n'attendait personne, il ouvrit, et un coursier lui tendit une enveloppe épaisse en papier crème, cachetée de manière formelle. Un courrier recommandé, au nom d'un cabinet juridique, Goldman, Lewis et Stein Notaire et Succession. Son cœur accéléra sans qu'il sache pourquoi. Il referma doucement la porte. Reposa ses lunettes. Puis, lentement, avec un geste presque cérémoniel, il ouvrit l'enveloppe. À l'intérieur, une lettre sur un papier à en-tête classique, et un document officiel. Il parcourut les premières lignes. Monsieur Jonathan Williams. Nous avons le regret de vous informer du décès de Monsieur Richard Williams, votre père, survenu il y a 6 jours à son domicile de Bridgeport, des suites d'un cancer fulgurant du pancréas. Conformément à ses volontés, vous avez été désigné comme destinataire exclusif d'une lettre personnelle à lire avant toute lecture du testament. Cette lettre est jointe à ce courrier. Jonathan sentit son souffle se suspendre. Il posa le document. Et ses mains tremblèrent légèrement en ouvrant la seconde enveloppe, manuscrite cette fois. Le papier portait l'écriture bien connue de son père. Une écriture rigide, droite, méthodique. Il s'assit lentement, et lut. Jonathan? Je ne sais pas par où commencer. Peut-être parce qu'en réalité, je n'ai jamais su comment te parler. Tu étais différent dès l'enfance. Tu lisais au lieu de courir. Tu rêvais au lieu de planifier. Tu ressentais au lieu de calculer. Et j'ai eu peur. Peur que ta sensibilité soit un signe de faiblesse. Peur que ta douceur t'expose au monde. Alors j'ai fait ce que je croyais être juste, j'ai tenté de te forger. J'ai mis la barre plus haut. Je t'ai poussé, sans jamais vraiment t'écouter. J'ai voulu faire de toi un homme fort, à ma manière. Et j'ai échoué. J'ai été dur. Trop dur. Et quand tu as choisi un autre chemin, j'ai vu ça comme une trahison. Comme un rejet de ma vision, de mes valeurs. Mais la vérité, c'est que c'est moi qui t'ai rejeté. Par ignorance. Par orgueil. Pourtant, je ne t'ai jamais vraiment quitté des yeux. J'ai vu ce que tu es devenu. Un homme debout, digne, admirable. J'ai vu ton nom circuler. Tes discours. Tes engagements. Les jeunes que tu inspires. La force tranquille que tu dégages. Et j'ai compris. Trop tard, oui. Mais je l'ai compris, tu n'étais pas un fils indigne. C'est moi qui ai été un père aveugle. Si mes mots peuvent encore trouver un écho, je te demande pardon. Pour mes silences. Pour mes murs. Pour ma peur de t'aimer tel que tu étais. Je sais que je n'ai plus de temps. Mais il me restait un geste. C'est peu. Ce n'est pas une réparation. Mais c'est une tentative. Une porte entr'ouverte. Avec l'aide de Maître Goldman, j'ai créé une fondation à ton nom. Le Jonathan Williams Fellowship. Une structure dédiée à l'accompagnement des jeunes en rupture familiale. Elle sera financée à hauteur de 1,5 million de dollars, issus de mes parts personnelles dans l'entreprise. Ce n'est pas un héritage. C'est un hommage. Fais en ce que tu veux.
ou rejette-le. Mais sache que, même si je n'ai pas su le dire de mon vivant, je t'ai admiré. Richard. Quand il eut fini de lire, Jonathan resta immobile. Le papier tremblait entre ses doigts. Mais cette fois, ce n'était pas de douleur. C'était une émotion plus complexe. Un mélange d'apaisement, de tristesse douce, et d'un pardon qu'il ne savait pas encore nommer. Les larmes vinrent, silencieuses, mais moins lourdes que celles de ce soir-là dans la voiture. Elles nettoyaient quelque chose. Une colère ancienne. Une attente. Un chagrin figé depuis l'enfance. Il relut la lettre une seconde fois. Puis une troisième. Il ne savait pas encore s'il allait répondre à cette main tendue. Il savait seulement que son père, dans ces derniers jours, avait regardé en face ce qu'il avait fui toute sa vie, son propre fils. Et ça, c'était déjà une lumière dans l'obscurité. Quelques semaines plus tard, la fondation fut officiellement annoncée. Les journaux locaux en parlèrent. La communauté éducative applaudit l'initiative. Beaucoup ignorèrent l'histoire derrière le nom. Mais Jonathan, lui, la connaissait. Il ne chercha pas à la raconter. Il décida simplement d'agir, comme toujours. D'ouvrir plus de programmes, d'embaucher plus de conseillers, de tendre la main à encore plus de jeunes. Parce que, dans chaque adolescent qu'il accueillait, il voyait une version de lui-même. Et parce que, dans ce que Richard lui avait laissé, pas l'argent, mais le regard enfin posé sur lui, il avait trouvé ce que tant d'enfants cherchent toute leur vie. Une reconnaissance. Une paix. Et la permission de guérir. Le jour de l'inauguration de la fondation arriva par un matin clair de printemps, baigné d'une lumière douce. Le bâtiment était situé au cœur de New Haven, dans un ancien centre communautaire restauré avec soin, où les briques rouges anciennes se mêlaient aux lignes modernes d'une verrière symbolisant l'ouverture et l'avenir. Des ballons sobres ornaient l'entrée, des élèves tenaient des pancartes de bienvenue, et des professeurs, des partenaires associatifs, des membres de la mairie s'étaient rassemblés dans une grande salle aménagée pour l'occasion. L'émotion flottait dans l'air, palpable, mais discrète, comme un murmure de reconnaissance collective. Sur les murs, on avait affiché des témoignages de jeunes. Ici, j'ai appris que ma voix comptait. Ils m'ont écouté quand personne ne l'a fait. Grâce à eux, je veux devenir éducateur. Et au centre, un grand panneau en bois clair gravé du nom désormais officiel. Le Jonathan Williams Fellowship. Pour ceux qu'on oublie. Pour ceux qui relèvent la tête. Jonathan était là, en costume simple, sans cravate. Ses cheveux étaient légèrement grisonnants sur les tempes. Il avait les mains croisées derrière le dos, le regard posé sur la foule. Devant lui, une centaine de personnes. Des jeunes qui l'avaient aidé. Des collègues. Des inconnus. Et même certains visages qu'il n'aurait jamais cru voir là, des membres de sa famille élargie, des voisins de Bridgeport, et, dans un coin discret, Michael, l'un de ses frères, seul, la tête baissée. On l'appela à la tribune. Un tonnerre d'applaudissements monta, mais Jonathan ne sourit pas immédiatement. Il prit une respiration, s'avança doucement jusqu'au micro. Le silence se fit progressivement, avec un respect naturel. Les gens attendaient une déclaration grandiose, un récit sur la résilience, peut-être un règlement de compte discret. Mais il n'en fut rien. Il regarda la salle, lentement. Ses yeux croisèrent ceux de Léla, sa fidèle amie, de Noah, un ancien élève devenu animateur de quartier, et d'une adolescente de 15 ans qui tenait un cahier de poésie contre sa poitrine comme un trésor. Et alors, il parla. D'une voix calme, posée, ancrée. On ne choisit pas où l'on est. On ne choisit pas comment on est regardé quand on arrive au monde, ni les silences qu'on reçoit, ni les absences qui nous façonnent. Mais, on choisit ce qu'on laisse derrière nous. Il marqua une pause. Et dans la salle, on sentait que ces mots venaient de très loin. D'un lieu profond. D'un homme qui avait traversé l'abandon, le rejet, et qui en avait fait un socle, non une prison. J'aurais pu laisser ma blessure me rendre amère. Je l'ai portée longtemps, cette faille. Mais j'ai décidé qu'elle ne serait pas un héritage. Je ne voulais pas devenir celui qui reproduit. Je voulais devenir celui qui transforme. Il leva les yeux vers le fond de la salle. Un court instant, son regard croisa celui de Michael, son frère. Et là encore,
Il ne parla pas de famille, ni de testament, ni du passé. Il ajouta simplement: Aujourd'hui, je ne célèbre pas une victoire. Je célèbre une transmission. Celle de la parole. Celle de l'écoute. Celle de la place qu'on donne à ceux qu'on juge trop différents. Si cette fondation peut ouvrir ne serait-ce qu'une porte à un seul jeune, alors, tout ce chemin aura eu un sens. Un frisson parcourut la salle. Certains pleuraient. Pas de douleur. Pas de tristesse. Mais cette émotion rare qui surgit quand on assiste à une libération silencieuse, à un pardon assumé sans jamais être supplié. Ce jour-là, personne ne mentionna l'héritage financier. Car cette journée, en vérité, n'était pas l'histoire d'un homme rejeté. Ce n'était pas celle d'un fils oublié, ni celle d'une revanche. C'était l'histoire d'un homme qui avait refusé de transmettre sa blessure. Un homme qui, au lieu de faire de sa douleur une arme, en avait fait un pont. Et dans ce geste, il avait fait bien plus que recevoir un héritage. Il avait réécrit, à sa manière, le testament de sa vie.